Bonjour et bienvenue dans Question Cône. Aujourd'hui on parle de moi. Ouais, bah même ça c'était écrit dans le scénario. Même que je dise que même ça c'était écrit dans le scénario. Et ça aussi. Classe. Enfin bref. Oui Paradoxe, aujourd'hui on va parler de toi. On va parler de ce qui fait peur à tous les voyageurs du temps, les paradoxes temporels. Il existe deux types de paradoxes, un qui s'appliquera au cas de la timeline fixe et l'autre au cas de la timeline dynamique. Il est intéressant de noter qu'il n'existe aucun paradoxe pour les timelines multiples, parce que cette façon de concevoir le voyage dans le temps n'en génère pas. Et moi, je suis quel genre de paradoxe? Toi, je sais pas si on va pouvoir t'expliquer. Parce que je suis trop spéciale. Voilà, c'est parce que t'es trop spécial. Comme vous pourrez le constater, nous avons en fait déjà croisé, mais sans les nommer, des paradoxes temporels dans les épisodes précédents. Nous allons donc commencer par celui qui s'applique au cas de la timeline fixe, le paradoxe de l'écrivain. Je connais. Oh bah vas-y, explique alors. Eh bien, imaginons que vous soyez un grand fan de Shakespeare. Harry Potter 3. Ok, de Harry Potter 3. Et que vous preniez votre livre préféré pour l'emmener à travers le temps et le donner à J.K. Rowling avant qu'elle ne l'ait écrit, pour qu'elle le copie et puisse le sortir. Elle n'aura donc jamais écrit ce livre, puisqu'elle le tient de vous. Mais vous le tenez d'elle, qui le tient de vous. Et ainsi de suite. Et au final, qui aura donc écrit Harry Potter 3 ? Eh ben, personne. C'est le paradoxe de l'écrivain. Ah, d'après le scénario, c'est justement le moment où je vais le donner à mon moi passé. Est-ce que t'as moyen de m'en faire une copie ? Parce que sinon, moi, j'ai pas la suite de l'épisode. Pas de problème. Ah, c'est parfait, tu peux m'envoyer dans le passé, du coup. Je suis un toi futur d'une timeline fixe. Quoi ? Mais on n'est plus du tout en train d'expliquer ça ? Bon, t'occupe, tu comprendras. Pourquoi t'es là, du coup ? Pour te donner le scénario du prochain épisode. Tiens. Tu vas parler de paradoxe. Oh, c'est mon prénom ça, paradoxe. Bon, du coup, moi je vais y aller. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas écrit ce scénario. On dirait que l'univers l'a pondu de nulle part spécialement pour moi. Et ben c'est exactement le principe du paradoxe de l'écrivain. Et vous allez vous dire, tiens, on dirait pas la boucle causale, une situation qui s'auto-génère de nulle part. Et ben en fait, la boucle causale, c'est un autre mot pour paradoxe de l'écrivain. Je vais reprendre un peu le scénario si ça vous va, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour l'étudier. Ce n'est pas un paradoxe que vous aurez dans la timeline dynamique, car dans ce cas-là, dans la version originelle du temps, c'est bien J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter 3, même si vous allez effacer ce fait. Le contenu de ce livre a tout de même une source, qui n'existe plus, certes, mais une source quand même. Et dans le cas des timelines multiples, comme la timeline de base est conservée, c'est encore pire, cette version de J.K. Rowling n'a même pas été effacée du tout. C'est pas mal écrit, hein, comme truc. Je te coupe pour dire quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué ce qui vient de se passer avec le scénario ? Paul n'a pas donné l'original à son lui du passé, il a donné la copie. Pourquoi ? Eh bien, regardez cette ligne du temps. La ligne bleue, c'est Paul. Son lui futur en bleu aussi lui a donné le scénario en rouge, ici. Il est reparti en le lui laissant, l'épisode a avancé, puis il a dû retourner dans le temps pour se donner le scénario, on en a fait une copie, donc nouvelle ligne rouge qui commence ici. Et je relis ces deux lignes avec le moment où son lui futur est apparu. Il est ensuite reparti dans le présent et a repris le cours de l'épisode normal. Les lignes ont beau faire des boucles, ça reste des boucles ouvertes. Chaque ligne a un début, un milieu et une fin. Si on n'avait pas créé de copie, voilà ce qui se serait passé. J'aurais rejoint la fin de la ligne avec son début, créant ainsi une boucle fermée. Le futur de ce scénario aurait été son passé et vice-versa. Cela crée un objet impossible. Imaginez par exemple que mon scénario ce soit une personne. Au fur et à mesure des tours, elle devrait vieillir. Sauf qu'il peut pas y avoir plusieurs versions de ce moment vu qu'on est en timeline fixe, donc il peut pas y avoir plusieurs stades de vieillissement. Et puis ça voudrait dire que cette personne en boucle, elle fait les mêmes actions, on sait pas pourquoi. Donc à part si vous l'avez mis dans un caisson de rajeunissement et vous lui avez effacé la mémoire, je vois pas comment c'est justifiable. On revient sur mon scénario, il est en papier. Le papier, ça se détériore avec le temps. C'est pour ça qu'on parle d'objet impossible. Après, rien vous empêche de le faire dans certains cas. Imaginez que vous vouliez faire un artefact intemporel et indestructible. Du coup, le fait qu'il boucle, ça peut être une caractéristique intéressante. Mais là, on parlait juste de mon scénario, il est en papier, tout ça. Il n'y avait vraiment aucune justification de lui donner une origine mystique comme ça. Bon, assez parlé du paradoxe de l'écrivain, maintenant on va parler du paradoxe du grand-père. Oui, paradoxe, on va parler de lui. Hein. Le paradoxe du grand-père, c'est le paradoxe qui fait peur aux voyageurs du temps. Il est basé sur le concept de modification des événements. Donc par définition, il ne s'applique pas à la timeline fixe. Imaginons que vous remontiez le temps à l'époque de votre grand-père, avant même que votre propre père ne soit né. Dans ce passé, sur un coup de tête, vous décidez de le tuer. Et en faisant cela, vous allez empêcher votre père de naître et par conséquent, votre propre naissance. Du coup, vous ne viendrez pas dans le passé pour tuer votre grand-père. Du coup, votre père pourra naître, vous aussi,
vous serez libre de revenir tuer votre grand-père à votre guise, et ainsi de suite, laissant l'univers dans une boucle épileptique de changements sans fin. J'aime le chaos. Bah moi en fait la seule question que j'ai c'est pourquoi on prend pas le père directement? Parce que l'exemple est tiré du livre de René Barjavel, Le voyageur imprudent, où ça se passe exactement comme ça, monsieur l'inculte. C'était le petit moment culturel. Sinon, si on revient à nos moutons, vous n'aurez pas à craindre le paradoxe du grand-père dans le cas des timelines multiples, car en effet, c'est pas le vôtre que vous allez tuer, mais celui d'une autre timeline. Du coup, certes, vous allez pas naître là-bas, mais vous, votre naissance, votre existence et même celle de votre grand-père, tout ça va être bien gardé au chaud dans votre timeline d'origine. Donc dans cette conception, vous pouvez tuer dans le passé autant de membres de votre famille que vous le voulez, vous ne risquez rien. Un tata Josiane. Et on remerciera Paradoxe pour ce très bon conseil. Oh, du coup, on va faire un paradoxe du grand-père juste pour illustrer, hein, évidemment. Ouais, ok, pas de problème, mais je te propose qu'on laisse mon grand-père en dehors de tout ça et à la place, on pourra directement essayer de me tuer moi-même dans le passé. Mais qu'est-ce que tu... Voilà, vous voyez, le paradoxe du grand-père, eh ben, ça rend la suite de l'histoire impossible à raconter, hein. Bon ben, du coup, on va l'annuler parce que ça a tout bloqué. Dans le passé. Stop! Plus besoin de le faire. On vient de l'illustrer et j'ai dû annuler tout ce qui s'est passé parce qu'on avait encore cassé le temps. D'accord, ok. Le problème du paradoxe du grand-père, c'est qu'il est en fait quasi partout. Dans Retour vers le futur, de façon très évidente, Marty annule la rencontre de ses parents. C'est à peu de choses près le principe exact du paradoxe du grand-père. Il n'est vraiment pas dissimulé. Mais même de façon plus subtile, dans Le Visiteur du futur, les personnages annulent des catastrophes. Or, en effaçant l'existence de celle-ci, ils devraient effacer du même coup leur intention d'annuler cette catastrophe qu'ils n'ont jamais connue, et donc effacer le fait qu'ils l'annulent, ce qui devrait la ramener, et ainsi de suite. Mais finalement, ça devient vite infernal, parce que quasi tout voyage dans le temps qui implique une modification pourrait du coup annuler les causes du voyage dans le temps qu'il a créé au départ. Et du coup, ça ramènerait toutes les causes qui font que ce voyage existe, du coup ça ramènerait la modification, qui la ferait disparaître, qui la ferait revenir, qui la ferait disparaître, enfin c'est le principe du paradoxe du grand-père, vous avez compris l'idée. Du coup, très vite, ça va être très difficile d'écrire quoi que ce soit sans y être confronté. Pourtant, ni Marty de Retour vers le futur, ni le Visiteur du futur ne se retrouvent bloqués dans un paradoxe du grand-père, alors qu'ils devraient tous les deux en créer un. Pourquoi ? Parce qu'ils ajoutent chacun des règles clairement citées ou tacites qui permettent de le contourner. Dans Retour vers le futur, le changement que Marty crée en annulant la rencontre de ses parents met du temps à se mettre en place, ce qui permet à Marty de rattraper le coup avant que le paradoxe du grand-père ne soit totalement effectif. Ouais, mais de toute façon, Marty, il essaie pas d'éviter un paradoxe du grand-père, il veut juste surtout pas disparaître. Pourtant, sa disparition complète devrait impliquer de le faire disparaître tout au long du film également. Et du coup, par extension, il devrait aussi disparaître au moment de l'accident de voiture. Il devrait donc remettre sur les rails la rencontre de ses parents, et donc ça devrait le ramener à l'existence, et ainsi de suite pour tomber en plein dans le paradoxe du grand-père en bonne et due forme. Pourtant, ce n'est pas l'enjeu du film. On le sent que quand Marty a sa main qui commence à disparaître, c'est à ce moment précis que ça lui arrive. Pourtant, elle devrait logiquement disparaître à chaque moment de son existence, pas seulement celui-ci. De même, si Marty avait complètement disparu et n'avait pas réussi à remettre ses parents ensemble, on sent que cette disparition arriverait au moment du bal de promo. Et pourtant, s'il disparaît, c'est parce qu'il ne naîtra jamais, que toute son existence se fait effacer. Or, s'il disparaît spécifiquement au moment du bal de promo, ça implique quoi? Que tout le temps qu'il a passé dans les années 50 sera préservé pour le faire bien disparaître là? On va se retrouver avec un Marty qui n'existe pas, sauf pendant une semaine dans les années 50, parce que... C'est une règle tacite utilisée par beaucoup de films. D'une certaine façon, et à des degrés divers, le voyageur du temps est protégé des modifications qu'il crée. C'est un truc dont on a beaucoup parlé dans la partie 2. Ça permet du coup de contourner un petit peu le paradoxe du grand-père, vu qu'il arrivera juste pas, puisque le passé du voyageur est protégé, ce qui fait que ça annulera pas la modification, du coup on est tranquille. C'est pareil dans Le Visiteur du futur. Quand les personnages annulent une catastrophe, ils s'en souviennent pourtant toujours après, alors qu'elle n'existe plus. Leur mémoire n'est pas affectée par le changement, et leur existence passée n'a pas non plus l'air de s'être réécrite, puisque leurs actions pour annuler la catastrophe ont sans trop de raison échappé à la réécriture. Et on se retrouve du coup dans la plupart des histoires avec des personnages protégés des modifications du temps, mais finalement pas tant que ça, dans un flou artistique qui permet difficilement d'en cerner les limites. Tout ça parce que l'auteur aimerait conserver la possibilité de réécrire ces personnages en fonction des modifications de leur passé, mais quand même éviter qu'il y ait trop de paradoxes du grand-père dans tous les sens. Et en vrai, on pourrait accepter cette logique, sauf que régulièrement, ça n'est pas logique, parce que deux situations structurellement identiques amènent souvent des conséquences différentes. Et là, on passe d'une histoire qui était compliquée à une histoire qui devient incohérente. Et oui, car la plupart des auteurs préfèrent laisser passer quelques erreurs au profit d'un récit plus efficace que d'essayer d'être totalement logique.
Voilà, maintenant vous savez tout sur les paradoxes temporels, et c'est ce qui conclut nos 4 parties sur le voyage dans le temps. Et il était temps que ça s'arrête. Ouais, on s'est peut-être un petit peu emporté. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et du coup là maintenant il faudrait que je vous dise une phrase qui explique pourquoi ça s'appelle question conne. Et je pourrais vous dire un truc de l'ordre de « Oh, mais c'est parce qu'on répond aux questions des gens, et leurs questions elles sont vraiment pas connes, et si elles sont pas connes, elles sont quoi? Eh ben on ramène la blague avec le conne, et du coup ça fait question conne. » Mais au final, est-ce que c'est un bon titre? Parce qu'au final, on n'a quasi jamais répondu à des questions des gens vu qu'on en a presque pas reçu. Du coup, au final, il faudrait appeler ça « Paul parle de trucs parce qu'il avait envie de parler de ça, voilà !» Quoi, mais tu peux pas faire de conclusion maintenant, on devait parler de moi aujourd'hui. Si, je vois pas du tout le problème. Ok, bah super, je vois que t'en as rien à foutre de moi. Génial, pour toi je suis quoi en fait? Je suis juste la méchante personne qui t'a enfermé dans une pièce et qui a même pas mis de porte, c'est ça? Ouais, ça c'est clair. Oui, bah ça va, on a qu'à réellement appeler cette émission Paul vous parle de trucs, vu que de toute évidence pour lui j'existe pas. C'est pas comme vous me soutenez, vous m'aimez, vous êtes là, vous aviez envie de savoir que c'était quoi ma couleur préférée, mes aspirations dans la vie, si je connais des bonnes blagues, ou enfin voilà. D'ailleurs vous allez le dire dans les commentaires que vous voulez que je vous fasse des vidéos genre un Q&A où je vous raconte tout ça. Hein? Faites-le parce que vous m'aimez. Comme ça il se sentira mal.